bienvenue pour ce nouveau live avec l'équipe, avec Maëlle de la société e-Bike Labs. Donc, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. S'il y a le moindre souci technique, n'hésitez pas à nous le notifier dans l'onglet conversation que vous avez en haut de votre écran. Euh, voilà, donc je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure, mais en attendant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de format, je vais peut-être vous détailler le déroulé du live. Donc après cette longue introduction, je vais laisser Maëlle prendre le relais pour se présenter l'équipe et leur société. Et pour terminer, on passera sur sur une session pardon, de questions-réponses. Et c'est donc là qu'on fait appel à vous, les Witseeders. Donc, si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à la poser directement dans l'onglet QR que vous avez en haut de votre écran. Maëlle prendra le temps d'y répondre à la fin de ce live. Peut-être que Maëlle, vous avez quelque chose à partager. Je vous laisse partager votre écran si besoin. Et si c'est bon, ben, tout le monde, je laisse Maëlle prendre le relais. Merci Lola. Hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran, c'est tout bon? Oui, on voit l'écran. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Donc là, on a l'idée pour moi aujourd'hui, donc c'est donc en effet de présenter e-Bike Labs, mais sous un prisme, je dirais, particulier qui est celui du freinage régénératif. Donc sur notre page WeSeed, il y a tous les éléments qui sont liés à la société, son marché, sa stratégie, son produit, etc. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une présentation, on va dire, complémentaire, notamment en lien avec des apprentissages assez récents depuis qu'on a lancé la campagne. Et donc cette question, voilà, est-ce que du freinage régénératif pour les vélos électriques, c'est une bonne idée? Donc pour répondre à cette question, en fait, il y a un constat qui est assez simple, qui est qu'aujourd'hui, si on regarde les voitures électriques, elles sont systématiquement équipées d'un freinage régénératif. Et les raisons qui font que c'est un succès sur les voitures électriques s'appliquent de la même manière au vélo. C'est-à-dire qu'en fait, avec un freinage régénératif, on va utiliser moins ses freins, donc on va avoir moins d'entretien des freins, parce que c'est un frein le frein électrique, il est sans friction, et donc on va avoir plus de fiabilité dans ce freinage. Et ça, je trouve que ça a d'autant plus de sens pour le vélo, où voilà, mon cas personnel est peut-être un peu biaisé, mais ce que je constate souvent, en tout cas pour moi, autour de moi, c'est que son frein mécanique en vélo, quand il commence à être usé, qu'il est moins efficace, on a toujours un petit délai avant de vraiment voilà, changer sa plaquette ou aller le faire maintenir son vélo. Et donc c'est là où on va se mettre d'autant plus en risque en vélo. Et donc l'avantage du frein régénératif, c'est que lui, comme il est sans usure, il est tout le temps disponible. Et du coup, je trouve que ça amène une expérience de freinage beaucoup plus fiable au niveau du vélo. Et donc je trouve que cet avantage, il est encore plus renforcé sur le vélo. Ensuite, bon, on a l'avantage assez classique, hein, qui est l'idée assez séduisante qu'on va pouvoir étendre l'autonomie de sa batterie. Donc ça, c'est un point assez évident. Un autre point intéressant, c'est qu'en faisant du freinage régénératif, on va pouvoir éviter d'aller dans des niveaux de décharge profond de sa batterie qui sont les états de charge qui vont le plus user la batterie. Donc ça va optimiser la durée de vie de la batterie. Et le dernier point, qui est très important, et je pense là aussi encore plus important sur le vélo que sur la voiture, c'est que ça va permettre de gamifier la conduite, dans le sens où aujourd'hui on connaît bien pédaler vers l'avant, on connaît moins pédaler pour maîtriser son freinage. Donc ça, c'est ce qu'on amène aussi avec eBikeOS, et ce qui fait notamment que Frandroid, qui a testé le système, voilà, a jugé que c'était un système qui était bien pensé. Et c'est ce qui fait qu'il y a une adoption qui est assez immédiate, assez intuitive. Voilà. Dès que vous allez essayer un vélo VFA, par exemple, qui est notre premier client eBikeOS, vous allez sentir tout l'intérêt de cette technologie. Donc à partir de là, si on se dit que c'est une super technologie, on peut se poser la question, finalement, pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt? Et là, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé dans le passé. Notamment, par exemple, il y a le système Bionix, là, que j'ai mis en image, qui est un système, donc une société qui a fait faillite et qui pourtant proposait ces fonctions de frein régénératif. Donc déjà, d'une manière, on va dire, générale,
quand on veut faire du freinage régénératif, on a besoin d'avoir une batterie qui accepte une bonne puissance de freinage. Sinon, en fait, on ne va pas pouvoir voilà, avoir un bon frein régénératif, parce qu'il faut que la puissance aille quelque part, et donc dans la batterie. Ensuite, on a eu des problèmes de fiabilité. Donc ça, c'était par exemple le cas des systèmes Bionix, où je peux citer un exemple, où si on démarrait en descente batterie pleine, le système tombait en panne. Et en plus de tomber en panne, quand un tel système tombe en panne, ça peut mettre en court-circuit le moteur et donc entraîner un blocage du moteur, et donc ça peut être extrêmement dangereux. Donc ça aussi, c'est un problème de sûreté qui est compliqué à gérer quand on a des moteurs qui peuvent faire de la régénération. Voilà, il y a des cas à gérer. Ensuite, il y a une question de comment on active ce freinage. Donc, par exemple, sur le système Bionix, c'était des modes de puissance de régénération. On pouvait choisir régénération faible, moyen ou forte. Donc, par exemple, je suis dans une descente raide, j'active une régénération qui est forte. Et en fait, ce principe-là, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, voilà, moi, je l'avais testé, je suis dans une descente raide, j'active le mode fort, mais finalement, il y a un petit replat. Bah, là, le mode fort, il me scotche, il m'arrête complètement. Il faut que je change à la main le mode d'assistance. Et finalement, c'est tellement pénible qu'on finit par jamais l'utiliser et plutôt utiliser ces freins mécaniques qui sont plus faciles à activer, désactiver. Un autre point important, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, on a, on va dire, deux types de vélos. Et si je fais une caricature, on a des vélos haut de gamme, donc qui sont jugés comme bons avec des moteurs pédaliers, et des vélos bas de gamme jugés comme mauvais avec des moteurs roues, et surtout mauvais au sens du ride feeling, c'est-à-dire du niveau de contrôle, de plaisir lié à la motorisation. Et enfin, un autre point important, c'est que sur les moteurs roues, comme le moteur ne peut pas profiter des changements de vitesse de l'utilisateur, on peut avoir des mauvais rendements à basse vitesse, et donc quelque part, récupérer de l'énergie, si c'est pour avoir un système qui a un mauvais rendement, là aussi, l'équation, elle ne s'y retrouve pas forcément. Et donc la question, c'est finalement pourquoi est-ce que toutes ces choses-là, maintenant, sont prêtes à changer? Et ces choses-là, elles sont prêtes à changer, je dirais, pour trois raisons. Il y en a deux qui sont extérieures à eBike Labs, et il y en a une qui est liée au produit qu'on amène, le produit eBikeOS, qui répond justement à trois de ces verrous qui ont empêché l'adoption en masse du frein régénératif dans le passé. Donc, je vais commencer par les éléments qui sont externes. Donc, la puissance de charge des batteries, en fait, là, depuis quelques années, assez naturellement, en fait, on a tous envie d'avoir des batteries qui ont des capacités de plus en plus grandes et des capacités à charger de plus en plus vite. Et donc, les batteries standards, indépendamment de la volonté de faire du freinage régénératif, sont maintenant équipées de capacités de puissance qui sont finalement compatibles avec un bon frein régénératif. Donc ça, c'est très récent, c'est lié à l'évolution du marché, à sa maturation et à voilà, la qualité des composants qui augmente avec le temps, au côté à la maturité industrielle de la filière. Donc ça, c'est un facteur qui facilite l'adoption du frein régénératif, puisqu'on n'a plus ce blocage-là. En tout cas, sur les vélos moyen de gamme et haut de gamme, on a des batteries de capacité suffisante pour faire du bon frein régénératif. Ensuite, pour en venir au dernier point, sur le rendement des moteurs, là aussi, maintenant, on a des acteurs qui font des moteurs haut de gamme avec des bons rendements, où finalement, on se rend compte que si on prend en compte le rendement du moteur plus la capacité du freinage régénératif, on peut maintenant avoir des rendements supérieurs à celui du moteur pédalier. Donc là, par exemple, dans mon cas personnel, moi, quand je remonte chez moi, j'ai une grande montée, j'ai un moteur qui a un bon rendement, 80%, comme les moteurs pédaliers. Et en fait, en descente, je vais récupérer, et ça, c'est des stats cumulés sur plusieurs années, je vais récupérer 12 à 13% de l'énergie consommée en montée. Et donc finalement, mon rendement va être proche de 100%, ce qu'un moteur pédalier ne pourra jamais atteindre, parce qu'il ne peut pas faire de freinage régénératif à cause de la roue libre. Donc ça, c'est les éléments qui sont extérieurs, donc qualité des moteurs, qualité des batteries qui s'améliorent, des moteurs roues et des batteries, et des éléments qui sont liés à eBikeOS. Donc eBikeOS, c'est une dizaine de technologies brevetées, donc qui sont visibles sur notre page technologie de notre site web ebikeos.com. Et donc il y en a trois qui répondent à ces enjeux de freinage régénératif. Alors il y en a une qui est liée donc à cet aspect safety, donc on a rajouté au niveau du logiciel et au niveau des requirements pour que eBikeOS tourne, des éléments qui font qu'on peut s'assurer de la sûreté du système moteur et du coup de la sécurité du cycliste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le battery safeguard. Ensuite, on a donc développé une technologie de frein régénératif avec une manière de l'activer particulière qui est extrêmement fluide, facile à apprendre et extrêmement agréable au quotidien. Donc ça, c'est notre technologie Regen Brake, sur laquelle on a des très bons retours utilisateurs et de la presse spécialisée. Ensuite, on a les technologies
Automode, Instant Response et Hill Start Assist. Ça, c'est un ensemble de technologies qui vont permettre, à partir d'un moteur roue, on va dire même bas de gamme, d'avoir une sensation de puissance, de fluidité, de maîtrise qui est équivalente à du haut de gamme. Et donc ça aussi, c'est des technologies qui vont faire que le moteur roue, quelque part, redevient à la mode. Et dernier élément, donc là je les ai tous cités, donc je les avais déjà cités, donc ça c'est pour montrer qu'avec e-bikeOS, en fait, à la fois on vient enlever des verrous, à la fois il y a des verrous qui sont enlevés par l'évolution du secteur, et donc ça c'est ce qui fait que maintenant le frein régénératif est prêt à arriver en masse sur le marché. Donc depuis quelques années, on avait une tendance où le marché allait plutôt du moteur, on était parti sur un marché initialement beaucoup de moteurs roues, là on allait beaucoup sur du moteur pédalier, il y avait une grosse tendance dans ce sens-là. Et finalement, nous, notre pari avec e-bikeOS, c'est que cette tendance, elle va s'inverser dans le futur, notamment à cause de cette fonctionnalité de freinage régénératif qui est extrêmement attractive pour des questions d'usage, etc., et qui va impacter plusieurs segments. Le segment, pour moi, qui est évident, le plus évident de tous, c'est celui des vélos cargo, où la notion de sécurité et de confort et de maîtrise est la plus importante quand on transporte des enfants, par exemple. Donc ça, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Et d'ailleurs, on a déjà signé des clients sur ce segment-là. Un autre segment où on n'a aucun doute, c'est sur le vélo urbain, où là aussi, on est en permanence d'accélérer, de freiner. Et donc, voilà, c'est vraiment logique d'avoir cette fonction sur ce segment pour cet usage-là. On voit que c'est aussi quelque chose d'intéressant pour l'usage, je dirais, tout ce qui est soit les vélos qui vont être type VTC, qui vont à la fois permettre de se déplacer et à la fois permettre un usage loisir. Et donc tout ce qui est loisir, on va dire, qui va se passer sur la route. Parce que voilà, si on peut étendre son autonomie, c'est toujours, c'est aussi un enjeu important pour ces usages-là. Et on a voilà, tout ce qui est vélo compact, pliant, etc. Voilà, ce qui permet d'avoir des vélos assez incroyables en très peu de place. Et donc, on pense que voilà, e-bikeOS et le frein régénératif, on va dire, au-delà d'e-bikeOS, est quelque chose qui va impacter, c'est une méga tendance de ces prochaines années, qui va impacter l'essentiel du marché. Voilà, le seul segment de marché qu'on exclut aujourd'hui, c'est celui du VTT, où on pense qu'un moteur pédalier, voilà, en termes de répartition du poids, et pour aussi profiter du coup des vitesses, parce qu'on peut aller très lentement, on peut se déplacer très lentement avec besoin d'un gros coup, etc. Là, le moteur pédalier est très bien, mais sur tout le reste, on pense que le moteur roue va gagner énormément de parts de marché ces prochaines années. Donc au final, pour conclure, donc, cette innovation, e-bikeOS et le frein régénératif, elle est au service de la mobilité et de la santé. Donc, quel est concrètement notre impact? Un, c'est rendre les vélos électriques plus attractifs. Et ça, la première étape pour faire du vélo, c'est de s'équiper d'un vélo ou de louer un vélo pour l'utiliser. Et clairement, aujourd'hui, on rend le vélo plus attractif. Deux, c'est une fois qu'on est équipé, qu'on a accès à un vélo, c'est l'utiliser. Et là, on sait qu'avoir beaucoup de kilomètres sans entretien, d'avoir plus de sentiment de sécurité dans l'usage, de pouvoir transporter facilement des choses avec une adaptation au poids, etc. C'est des choses qui vont faciliter l'usage au quotidien et donc augmenter l'usage. Et sur nos premiers clients, on a des stades d'usage qui sont très positifs dans ce sens-là. Enfin, la dernière brique pour avoir un impact, c'est de rendre les vélos plus durables. C'est-à-dire que les vélos, ils vont être achetés, ils vont être utilisés et ils vont durer longtemps. Donc ça, on amène des technologies là aussi brevetées pour faciliter la réparation et aussi faire en sorte que les vélos ne tombent pas en panne, avec des algorithmes qui viennent optimiser la durée de vie des moteurs et des batteries. Et la vision long terme d'e-bikeOS, comme nous, on est un fournisseur de logiciels qui est indépendant des fournisseurs de composants, c'est aussi de proposer un logiciel qui est compatible avec de plus en plus de composants, ce qui fait que les vélos équipés d'e-bikeOS vont être réparables à vie, dans le sens où aujourd'hui, quand on achète un vélo électrique, si dans 6-7 ans, par exemple, le display du vélo n'est plus disponible, bien souvent, on se retrouve coincé, parce qu'on ne peut pas acheter un autre display, il n'est plus disponible, et le vélo est en panne et n'a plus aucune valeur. Et l'idée avec e-bikeOS, c'est comme on a un logiciel indépendant des fournisseurs de composants, on est compatible avec de plus en plus de consoles. Et donc demain, s'il faut changer la console parce que la console d'origine n'est plus disponible, on pourra le faire dans e-bikeOS, reconfigurer le logiciel et donc avoir un vélo qui continue à rouler dans le temps. Donc tous ces éléments-là, c'est ce qui fait que c'est ce qui nous porte, nous, chez e-Bike Labs, ce qui fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de déployer e-bikeOS à grande échelle. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà signé plusieurs contrats, donc sur des volumes qui sont déjà intéressants. On voit qu'on a une possibilité de vraiment accélérer et de passer encore
un cap en termes de déploiement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on lève des fonds, notamment sur la plateforme WeSeed, donc un investissement qui est accessible à tous dès 100 €. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous proposer de rejoindre cette révolution du logiciel du vélo. eBikeOS, c'est un logiciel qui est invisible, mais qui, je dirais, gagne à être connu, parce qu'il va avoir un impact extrêmement positif sur la mobilité et sur l'industrie du cycle. Merci Maëlle, merci beaucoup pour cette présentation de qualité. Pour ceux qui sont arrivés en cours, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR en haut de votre écran. Je vais peut-être commencer avec mes questions à moi. Maëlle, je voulais vous demander, à la clôture du T1, combien de clients ont été signés, si vous pouvez donner cette information. Aujourd'hui, on a 6 clients pour des déploiements soit qui sont passés, soit qui sont à venir ces prochaines années. Donc ça représente à peu près 700 000 € de chiffre d'affaires qui est sécurisé, qui est engagé, qui est ferme. Et sur les contrats déjà signés, via le renouvellement des commandes, parce qu'en fait, il y a un engagement sur des commandes sur 1 an ou 2 ans dans notre modèle. Mais si on prend le cumulé donc des commandes sur 5 ans, on arrive sur un prévisionnel qui est voilà, entre 4 et 5 millions d'euros sur les contrats déjà signés. Et évidemment, aujourd'hui, via la notoriété qui s'est créée avec, depuis quelques mois avec un certain nombre d'annonces de clients, etc., on est aussi en train de signer d'autres contrats qui font que ça va continuer dans le sens positif. Ok. Et est-ce que vous avez une idée du taux de conversion des clients prospects ou pas? Le taux de conversion aujourd'hui, on n'est pas encore, je dirais, dans une mécanique commerciale pour que vraiment cette KPI soit le plus, je dirais, soit le plus pertinent, dans le sens où en fait on a eu des conversions assez rapides, je dirais, depuis quelques mois de quelques clients. Et aujourd'hui, on se concentre sur, je dirais, des comptes un peu plus grands. Donc, on a des temps de cycle qui sont un peu plus longs, mais aussi des potentiels qui sont plus grands. Donc, voilà, j'aurais du mal à répondre à cette question de manière pertinente par rapport à notre pipe. Voilà, parce qu'on a, comme on reste une petite équipe, on est focalisé sur assez peu de deals, mais avec des taux de conversion qui sont plutôt assez élevés. Voilà, je dirais que du moment où on travaille sur une opportunité, c'est les taux de conversion, je pense, de l'ordre de 20%, des choses comme ça, on se concentre sur les opportunités qui ont des bonnes chances d'aboutir. Ok. Et j'ai une dernière question, à part forcément la recherche de nouveaux clients, quels sont vos futurs challenges ou vos futurs objectifs chez Bike Labs dans les prochains mois? L'objectif de la levée de fonds, on va dire qu'il y en a 3. Donc, il y en a un, en effet, qui est de continuer à engager des nouveaux clients. Il y en a un qui est, je dirais, de faire que nos clients actuels soient des succès, et des succès aussi au sens du co-branding de la marque de ses clients avec notre marque eBikeOS, parce que notre objectif, c'est que notre produit eBikeOS soit aussi connu du grand public. Et ça demande aussi des ressources pour accompagner les clients sur comment parler de notre produit, comment en faire la promotion, et comment surtout en faire la promotion pour que ça soit utile pour eux, pour que ce soit aussi un critère de différenciation sur le marché. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est accompagner les clients dans leur lancement. Et le troisième, c'est celui sur lequel on travaille, qui est toujours, on va dire, plus du développement, qui est de rendre notre produit le plus facile à adopter possible, et de le rendre donc compatible avec de plus en plus de composants, voilà, pour qu'on puisse de plus en plus aller vers la promesse quelque part de devenir l'Android du vélo électrique. Ok, merci. On a une question de David, qui est adhérent de l'association de Chelio. Je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Alors, il nous dit, je souhaite construire mon propre vélo cargo pour un usage perso et changement pro. Pouvez-vous détailler l'interface utilisateur? Quel est le rendement sur un freinage? Utilisez-vous des supercondensateurs? Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement ce que ça veut dire un usage perso et un changement pro. Mais bon. Peut-être que David peut nous préciser dans sa question. Mais donc l'interface utilisateur, donc ça c'est une bonne question. Donc nous, c'est vrai que le eBikeOS, comme je dis, c'est un logiciel qui est invisible.
dans le sens où on n'est pas le logiciel de la console ou le logiciel d'une application, on est le logiciel du contrôleur du vélo, donc l'électronique embarquée du vélo. Et donc l'interface du vélo, pour nous, la bonne interface, c'est la pédale et c'est le frein. C'est-à-dire que si on va regarder les gestes au niveau du pédalage, pour savoir si par exemple la personne essaie de démarrer, essaie de ralentir, essaie d'accélérer, ou alors on va regarder les gestes au niveau du freinage pour savoir voilà, comment le freinage relatif doit se comporter, s'il doit freiner plus ou moins fort. Et toute la force d'e-bikeOS, ça a été d'arriver à faire avoir tout un fonctionnement automatique à la fois de l'assistance et du freinage, mais qui est totalement intuitif et naturel et optimisé. Et donc le rendement sur un freinage, le rendement, on va dire maximum qu'on peut atteindre, c'est de l'ordre de 20%. Et ça, c'est dans le cas idéal où on va vraiment activer au maximum le freinage, etc. Donc en pratique, moi, ce que je vois sur mon cas personnel, sur des trajets avec des gros dénivelés, moi, je suis à peu près à 12% d'énergie récupérée en moyenne. Et sur les trajets urbains, on va être plutôt entre 1 et 5%, donc des choses qui sont assez faibles en termes de récupération d'énergie. Donc il y a un bonus au niveau de l'énergie, mais il y a aussi vraiment un bonus en termes d'agrément d'usage et de durabilité du vélo et de sécurité au sens du frein. Donc moi, par exemple, c'est vrai que je descends tous les jours avec 2 fois par semaine, pardon, avec un vélo cargo avec des enfants. Donc c'est beaucoup de poids dans une descente assez raide. Je pense que je le ferais pas si je devais me reposer uniquement sur des freins mécaniques. Et donc la dernière question, donc on n'utilise pas de supercondensateur. Le supercondensateur, pour moi, c'est intéressant si on veut avoir une toute petite batterie, ce qui fait qu'on peut avoir à la fois une recharge, une puissance de charge qui est forte et à la fois une toute petite batterie. Et sur les batteries actuelles, c'est à partir de 500 Wh, on a ce qu'il faut en termes de puissance de charge pour faire un bon usage du frein régénératif. Super, merci beaucoup. Et ensuite, on a une question de Frédéric. Il nous dit, imaginons que l'on fait la montée de l'Alpe d'Huez, 14 km plus 1100 mètres de dénivelé, uniquement en électrique pour 300 000 Wh, en descendant avec le frein régénératif, quelle quantité d'énergie est en moyenne récupérée? En descente, la récupération est de 12-13% de l'énergie de la montée, n'est-ce pas anecdotique? C'est finalement peu. Si 12-13%, on aurait 36 Wh uniquement, est-ce bien ça? Oui, l'ordre de calcul, il est bon. Donc pour moi, sur une montée de 1100 mètres, alors ça, c'est vrai que ça va dépendre un peu des types de vélos, du niveau de l'assistance, etc. Donc on peut récupérer, je pense, à peu près 50 Wh en descente. Donc encore une fois, c'est vrai que le freinage relatif, c'est pas quelque chose de magique où on n'aura plus besoin de ne jamais recharger sa batterie. Donc il y a un gain au niveau de l'autonomie. Et ce gain, c'est pas forcément la chose la plus notable qu'on va remarquer quand on a un vélo avec du freinage régénératif. Et pour moi, c'est la même chose sur les voitures électriques. Au quotidien, on se dit pas, tiens, j'ai gagné 30-40% grâce au freinage régénératif. Et pourtant, c'est une fonction qui est indispensable et sur toutes les voitures électriques parce qu'il y a du gain, encore une fois, au niveau de la fiabilité du freinage, de la douceur du freinage, voilà, le fait de ne pas avoir à faire d'entretien pendant longtemps de son vélo, c'est ce qui fait que dans l'usage au quotidien, ben, on se retrouve quelque part dans une expérience qui est similaire à une voiture, où on n'est pas en permanence à devoir changer ses plaquettes de frein, parce que sur un vélo électrique, on fait vite beaucoup de kilomètres et on a vite beaucoup d'entretien. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Donc voilà, donc encore une fois, c'est qu'il n'y a pas un gain qui est phénoménal d'un point de vue autonomie. Par contre, c'est un gain au global qui, lui, est perçu très positivement. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci Maëlle. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la fiche projet sur wissite.com dans l'onglet questions. Les équipes répondent quotidiennement à toutes vos interrogations, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Sachez qu'il y a un replay de ce live qui vous sera transmis directement par mail à la suite de cet échange et qui sera également disponible dans la fiche projet. Donc voilà, merci à tous pour votre participation. Merci aussi à Maëlle de s'être rendu disponible et d'avoir joué le jeu. Pour conclure, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, Maëlle, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bah merci Lola. Alors, je vais en profiter, il y a une petite nouvelle question qui est tombée, donc je vais quand même y répondre avant le Allez-y, mot je de vous en fin. prie. Donc sur le fait de pouvoir limiter la charge afin de pouvoir faire la récupération descente. Donc en effet,
Aujourd'hui, il y a des chargeurs qui permettent de choisir son niveau de charge, donc un peu comme sur les voitures électriques, pour dans le cas où on habite en hauteur et on commence par une longue descente, qu'on puisse quand même bénéficier de ce frein régénératif. Donc ça, c'est une manière voilà, de faire pour pouvoir en bénéficier, même quand on démarre par une longue descente. Voilà. Et donc pour conclure, voilà, je vous remercie pour les questions. On répondra évidemment, s'il y a d'autres questions via la page WeSeed. Et je pense que le plus intéressant, évidemment aussi, donc là c'est un discours, il y a des questions. Le plus intéressant, c'est de pouvoir tester le produit. Donc ça, on va organiser un événement le 4 juin à Grenoble. Voilà, pour les personnes qui sont dans les parages, il ne faudra pas hésiter à venir pour venir tester sur différents vélos. Et puis, on peut aussi, dès à présent, s'enregistrer pour des tests du vélo VEFA, donc qui est une marque cliente qui intègre ces technologies-là. Il ne faut pas hésiter aussi à s'inscrire pour tester, parce que c'est aussi ce qui rend les choses beaucoup plus concrètes qu'une présentation ou un discours. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.